Donc, merci à tous d'être venus ce soir, si nombreux. Et oui, pardon, on est en captation vidéo aussi en même temps. Du coup, vous retrouverez. Je crois que ça fait des interférences. Tu veux que. Attends, je vais changer de micro. Ça marche, c'est bon, il remarche. Ah, voilà, c'est mieux. Du coup, là, oui, il y aura l'enregistrement de la conférence de Larson ce soir, qui sera disponible sur YouTube. Ah non. Donc déjà, merci à tous encore une fois d'être venus ce soir si nombreux. C'est génial, vraiment, merci beaucoup. Level Up prend petit à petit une ampleur que je ne pensais pas aussi grande. Donc un grand merci à vous tout d'abord. Après, un grand merci aux intervenants et aux conférenciers qui participent à la vie de Level Up. Donc pour résumer un petit peu, à chaque fois, le but de Level Up, c'est de faire des conférences chaque mois sur une thématique de production. Donc on va essayer de faire à chaque fois, durant toute l'année, un déroulé des étapes de production. Donc on avait commencé par la gestion de production en septembre, puis le storyboard, les scénarios. On avait fait après la prévise. Là on va faire l'animation. Le mois prochain ça sera la virtual production. Du coup avril ça sera le lighting. Non, l'enviro. Tant pour moi. Et puis après il y aura le lighting et on n'est pas sûr encore pour le mois de juin. Donc il n'y aura pas de level up pour juillet-août parce que c'est les vacances et il y aura moins de monde. Voilà. Que dire d'autre? Si on commence un petit peu plus à se structurer. Donc là, en l'occurrence, ici, vous pouvez nous faire des donations si vous le souhaitez, parce qu'on essaye de faire ça de manière la plus propre possible. Donc, d'où la captation vidéo et tout ce qu'on peut essayer de faire pour que ça soit le plus professionnel possible. Ce soir, du coup, on a 3 grandes, on va dire, interventions. On a la conférence de Larson Liberlin de Choriba Diop qui va être sur l'animation sur Unreal. Je laisse se présenter rapidement. Alors bonsoir à toutes et à tous. Arrête. Bon, tout d'abord, si je m'évanouis, ne vous étonnez pas. Voilà. Donc, je m'appelle Larson Liberlin de Choriba Diop. Je suis actuellement superviseur d'animation pour un court-métrage en VR avec Art Graphique et Patrimoine. En parallèle, je suis intervenant à animation à l'école Georges Méliès, parce que si je ne le dis pas, voilà, je vais m'en prendre une bonne. Je suis un ancien élève de l'école de la promo 2007. Voilà, ça c'est fait. Et donc voilà, donc ça fait 16 ans que je suis dans l'industrie, que voilà, j'ai travaillé sur différents types de projets, différents types de médiums. Voilà, donc pour dire qu'il y a 6 ans, donc j'ai découvert Unreal, grâce aussi à Kevin d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc, je travaille. Merci Unreal. Voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, je travaille principalement sur tout ce qui est projet temps réel. Voilà. Et pour la suite, vous en saurez plus dans quelques minutes. Voilà. Je me rassois. Non, merci. Suite après à la conférence de Larson, il y aura Sigmund qui va pouvoir répondre aux questions. Il y aura un peu un question-réponse. Je laisse Sigmund se présenter aussi. Bonsoir à tous, alors, je m'appelle Sigmund, je suis animateur, superviseur d'animation aussi, intervenant à l'école Georges Méliès. Incroyable. Ancien élève aussi, bizarrement, de l'école, promo 2008. Un des administrateurs de l'association Georges Méliès. Et j'ai eu l'occasion de travailler pareil sur toutes sortes de projets. Et j'ai découvert Unreal à Dontnod pendant le jeu vidéo, sur une production. Et j'en ai pas eu l'occasion de trop en faire. Et puis dernièrement, j'en ai refait un peu en travaillant pour Epic sur le Animation Fellowship, qui était un programme d'animation où Epic cherche à diversifier un petit peu ce type de production et montrer qu'on peut faire de l'animation autant mocap que keyframe dans Unreal et que ça peut très bien se passer. Donc voilà, je parlerai plus de ça et puis répondrai à vos questions avec plaisir. Merci Sigmund.
du coup, après la deuxième partie, c'est Renaud et Cédric de Dontnod qui vont nous présenter Jusan, leur projet, et Jusan. Ça commence bien, merci. Je vais vous laisser me présenter de toute façon, ça sera bien mieux. Et je vais aussi vous laisser vous présenter rapidement, histoire de savoir à qui on a. Du coup, moi, je suis ex-élève de Georges Méliès. Non. Ex-professeur de Georges Méliès, accessoirement animateur, lead animateur en ce moment chez Dontnod, on doit dire Entertainment. On dit Dontnod. Et dernièrement, on a travaillé sur Jusan qui est sorti en octobre, et c'est de ça qu'on va vous parler ce soir avec Cédric. Donc enchanté Cédric, je suis programmeur gameplay et programmeur gameplay depuis des années on va dire, et chez Dontnod, et j'ai participé au développement de Jusan au service de la vision de Renaud. Voilà. Et je ne suis pas un ancien de Méliès. Désolé. Mais tu peux rester quand même. Ça peut s'arranger en fait. On en discute après. Merci. Et pour finir, il y aura une vidéo d'Odyssée de Praxinos. Il y a Elodie Mouk qui n'a pas pu être là ce soir, mais Gary a fait l'honneur de venir ce soir pour répondre aux questions après la fin de la conférence et de l'événement Level Up. Donc il sera disponible si vous avez la moindre question sur Odyssée. Je laisse Gary se présenter. Merci. Bonsoir à tous. Oui, alors on m'avait pas prévenu pour la captation. J'ai remis une cravate. Mais, oui, donc je suis développeur chez Praxinos, qui est une société coopérative qui vient de sortir le logiciel Odyssée, qui est un logiciel d'animation 2D, 3D en environnement Unreal, qui est sorti donc la semaine dernière après 5 ans de travail. Donc tout ça vous sera présenté dans une petite vidéo, comme vous l'a annoncé Kevin, une petite vidéo de quelques minutes qui vous présentera un petit peu les fonctionnalités. Donc moi pour ma part j'ai pas mal travaillé sur la partie vectorielle. Donc si vous avez des questions sur le dessin vectoriel, mais même sur d'autres aspects du logiciel, j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais par hasard j'ai pas la réponse, dans ce cas-là on notera vos coordonnées, votre nom, etc. On vous fera une réponse par écrit. Et voilà. Bonne soirée à tous. Merci Gary. Du coup, je laisse la main à Larson, qui va commencer la présentation de ce soir, qui est une conférence sur l'animation sur Unreal. Mais je te laisse la main. Je te remercie, Kevin. Ok, donc, pour le coup, on est entre nous, donc la présentation est déjà faite, mon parcours est déjà fait. Donc, on va en venir directement en fait au point essentiel. Donc, je teste la commande. Excusez-moi. Voilà. Donc, pourquoi? Attends, excuse-moi. Ah, d'accord, ça va pas. Je démarre l'enregistrement. Tu démarres l'enregistrement. Voilà. C'est bon. C'est tout. Ok. Donc, pourquoi l'animation dans Unreal? Alors, c'est plus un ressenti, dont je vais parler. Donc, pour moi, il y a 3 points essentiels. Je vais plutôt viser. Pour moi, c'est moi qui ai dû... D'accord. Voilà. Ok, merci. Donc tout d'abord, en fait, il y a d'abord vraiment la partie ludique. Donc moi, quand j'ai commencé en fait à animer sous Unreal, le premier sentiment que j'ai eu, c'était vraiment de pouvoir m'amuser. En sachant que sous Unreal, en fait, vous faites plus de l'assemblage d'assets que juste venir et poser des clés, en tout cas en tant qu'animateur. Et ça aussi, c'était déjà intéressant, sans compter en fait tous les outils accessibles liés en fait au gameplay auquel vous pouvez avoir accès. Et de là, en fait, ça permet tout de suite en fait d'être assez réactif, de pouvoir très rapidement mettre en place ses idées et de pouvoir être force aussi de proposition à ce niveau-là. Donc là, ce que vous voyez, c'était quelques tests que j'avais fait il y a quelques années. Voilà. Ici aussi également, on a aussi le côté instantané. Donc pardon, je vais un peu sur le côté. Donc il y a aussi le fait de pouvoir avoir un résultat immédiat de son travail. Et ça pour le coup aussi c'est une force. Pourquoi? Parce que du coup ça facilite le travail d'itération. Donc ça permet tout de suite de pouvoir revenir sur son travail, améliorer son travail et faire en sorte en fait forcément si on part du principe où il y a plus d'itération, donc plus d'itération aussi veut dire plus de qualité aussi, donc ça permet d'augmenter aussi la qualité en fait de son travail derrière. Et forcément, quand on commence à avoir, on peut pouvoir animer, on va dire dans le moteur, on peut dire
au revoir au Playblast. Je parle aux personnes concernées. Voilà. Et le troisième point, c'est le côté collaboratif. Donc, ce qui est vraiment important aussi à comprendre, c'est cette idée de pouvoir vraiment travailler ensemble. On n'est plus en train de bosser chacun dans nos départements, il y a vraiment une forme d'unité qui se crée et qui nous permet également en fait, de pouvoir en fait, voir le travail aussi de nos collègues, voir le travail aussi des autres départements et de pouvoir en fait, faire évoluer en fait, le travail du coup, ensemble. Et donc derrière, on n'est plus sur une fabrication horizontale, avec des outils justement qui aussi nous permettent de le faire. Donc là, j'ai mis en place, j'ai parlé du multi-user session, donc qui est assez spécifique, mais qui du coup permet vraiment un travail en temps réel. Donc Perforce aussi, qui est justement un outil qui nous permet de faire, comme ceux qui connaissent, du check-in, du check-out. Voilà, donc mettre à jour régulièrement notre travail pour que tout le monde puisse en fait, voilà, le visualiser. Et bien sûr, voilà, la petite blague du super Perforce, j'étais obligé de la mettre, je suis désolé. Voilà, donc de ces trois en fait, points, en découlent d'autres, et découle aussi une autre question qui est comment animer dans Unreal. Et donc là, il y a l'idée, donc on a parlé justement de collaboration, de travail instantané, de côté ludique, et tout ça en fait, ça permet en termes de production, d'avoir une production qu'on appelle circulaire. Donc le principe est de en fait, pouvoir justement créer des allers-retours en termes de feedback récurrent, faire en sorte justement de pallier à pas mal de solutions justement en amont des livraisons également, parce qu'on est plus en communication en fait avec les autres départements. Et donc forcément, ça amène déjà une plus-value dans la réactivité aussi au niveau du process. Par rapport à Unreal, Unreal a également ce qu'on appelle une table de montage, donc un master séquence qu'on peut mettre en place. Et pour un animateur, donc je parle du point de vue d'un animateur, mais ça peut s'adresser un peu à tous les autres départements. En tant qu'animateur, quand on anime, donc on a souvent tendance à vouloir prendre du recul sur son travail, remettre son travail dans la continuité. Et là, l'avantage du fait d'être directement dans le moteur, il suffit justement de revenir un peu en arrière et tout de suite avoir en fait les autres shots à disposition, donc les shots justement des autres animateurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir tout de suite si notre travail déjà fonctionne en amont. Aussi également être inspiré aussi par le travail des autres. Donc ça aussi, c'est ça qui est super intéressant. Donc c'est de se dire que, voilà, voir si en termes de style, par exemple, si on est déjà raccord, et également, même pour un superviseur d'animation, pouvoir potentiellement déjà avoir un regard sur l'ensemble du travail de son équipe. On a également justement le séquenceur qui permet aussi de faire ce travail en parallèle, où lorsque vous êtes dans un séquenceur on peut dire que le séquenceur peut être un shot, voilà, et dans ce shot-là, l'idée c'est que vous pouvez en fait subdiviser en fait ce shot en différents layers qu'on appelle les subséquences, et là en fait vous pouvez faire en sorte d'avoir différentes étapes de prod qui bossent en parallèle. Donc que ce soit le layout, la lime, les FX, le lighting, mais également, si on parle d'animation, il est possible par exemple pour des animateurs de pouvoir bosser ensemble sur un seul et même shot. Donc par exemple sur des main characters, personnages secondaires, éventuellement, et crowd, etc. Donc derrière ça, il y a le point fort forcément d'Unreal, donc le cœur d'Unreal, qui est l'interactivité. Et ça, pour le coup, c'est ce qui est super intéressant, c'est le fait d'avoir accès en fait aux différentes mécaniques de jeu, en fait différents outils de gameplay que peut en fait nous fournir Unreal. Là, en fait, ce que vous voyez, c'est le projet Matrix qui a été sorti justement il y a quelques années, et ils ont sorti quelques behind the scenes où ils expliquent leur manière en fait de mettre en place des cinématiques. Et là, leur but en fait, c'est de mélanger justement cinématique et interactivité. Donc là, pour faire simple, ce qu'ils font, c'est que ils utilisent en fait la navigation. Donc ils utilisent des manettes pour justement conduire des voitures. Ils enregistrent en fait ces mouvements-là. De ces mouvements-là, en fait, ils peuvent se permettre de revenir dessus, par exemple à l'aide du controlling en post-process. Et ensuite, en second temps, en fait, ils posent les caméras pour justement en fait mettre en place la mise en scène.
Voilà. Donc en fait, on pense différemment. En fait, on commence à penser en fait à nouveau tournage dans Unreal. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que du fait de vouloir être fidèle en fait à la cinématographie en fait de Matrix, donc ils ont eu accès en fait à toute la physique en fait des caméras et pu reproduire en fait retrouver en fait les mêmes propriétés, donc le même capteur, même type de focale, même type de profondeur de champ, ou en tout cas s'en rapprocher. Et ça, pour le coup, c'est ce qui nous amène justement à la partie justement du contexte, où lorsqu'en fait on est dans Unreal, on peut en fait travailler dans le contexte. Donc travailler dans le contexte, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait pouvoir en fait non seulement avoir toutes les informations, toute la narration en fait visuelle pendant qu'on travaille, donc pas seulement l'animation, mais toutes les étapes de prod qui vont avec. Là en fait c'était en 2014, donc Pixar avait présenté justement son outil Presto, et Presto qui est l'outil d'animation, et ils utilisaient les propriétés du temps réel. Et l'idée c'était déjà de pallier à des problématiques comme par exemple le FUR, voilà, donc tout le monde connaît, que lorsqu'on anime, en fait on n'a pas de FUR, on a juste un gabarit qui donne en fait le volume du FUR, et l'idée c'est, le problème est que on doit attendre le rendu des CFX pour que ça revienne, pour savoir justement si on est correct ou pas, sinon on corrige. Là pour le coup, on l'a déjà en fait directement dans la scène, et la scène continue à tourner. Pareil pour le lighting. Donc, et du coup en 2017, donc, avec Epic et Weta Digital, donc on présentait le projet Meerkat. Et le projet Meerkat en fait c'était une manière de démocratiser en gros ce concept, cette technique, où finalement pareil on est avec un suricate qui est animé pour le coup alors en temps réel. Donc à la base c'est là qu'ils ont parlé justement du control rig, mais c'était les débuts, les prémices du control rig. Ils ont également mis en place ce qu'on appelle le Maya Live Link, donc qui est un outil qui permettait de faire du streaming entre Maya et Unreal. Et voilà, pour le coup, on a donc du coup deux écrans, mais un écran où on a quasiment un rendu presque proche en tout cas du rendu final. Ce qui fait que forcément ça rend le travail plus immersif et ça nous implique aussi d'autant plus dans le projet. Du coup, quels sont les procédés dans Unreal? Donc là, il va falloir s'accrocher. Il y en a pas mal. Donc, on commence par le retargeting. Donc, en gros, ce qui va se passer là, c'est que on va voir en fait quels sont les outils qui peuvent nous faciliter en gros la vie pour animer et quels sont ceux justement avec lesquels on peut réellement animer. Donc là, pour le coup, on a ce qu'on appelle le retargeting. Donc le principe du retargeting, c'est de pouvoir en fait copier tout simplement l'animation d'un personnage à un autre avec des proportions totalement différentes ou des squelettes totalement différents. Et la force du retargeting d'Unreal, c'est de pouvoir justement copier tout et n'importe quoi. Donc je pense que voilà, cette image parle d'elle-même. Et derrière ça, en fait, ce qui peut être intéressant, si on se projette en tant qu'animateur, il y a l'idée de pouvoir avoir accès à déjà une bibliothèque, une banque de toutes les animations en cours, que l'on peut justement récupérer sur n'importe quel personnage, dans n'importe quel shot. Et si on pense par exemple à des séquences comme des séquences de fin où tout le monde se met à danser, et ben là pour le coup, il n'y a plus de problématique de proportion, d'accord? On peut tout de suite en fait, voilà, passer par le retargeting et faire en sorte en fait, voilà, de copier une animation d'un personnage à un autre assez facilement. Donc la mise en place quand même est assez technique, mais dès que la mise en place est faite, donc vous avez juste 2 Icarig à mettre en place, donc avec en définissant en fait les chaînes de retarget. Et en plus, le full body IK, et passé ça, vous créez justement ce qu'on appelle l'asset de retarget, où vous créez la source, vous importez la source et la destination, et de là, vous faites en sorte de mapper justement ces 2 chaînes. Vous pouvez également faire en sorte de mapper la vine pose pour affiner le retargeting, et derrière, au final, pouvoir exporter justement les animations de votre target. Ensuite, on a donc rapidement l'animation procédurale. Donc l'animation procédurale, c'est tout simplement le fait de vouloir automatiser en fait justement les comportements en fait voilà, de votre personnage et voilà, et donc de faire en sorte que le personnage puisse vivre en runtime en fait voilà, directement dans la scène. Donc
Très utile pour, par exemple, tout ce qui est peut-être personnage secondaire, animation environnementale. Quoi qu'il arrive, ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces outils-là, en fait, vont permettre de se focaliser plus sur tout le travail de keyframe et d'augmenter aussi, derrière ça, voilà, la qualité de tout ce qu'il y a à animer en keyframe. On a également l'animation blueprint. Donc l'animation blueprint, pareil, donc la base dans le jeu vidéo, donc c'est le fait de pouvoir faire naviguer des personnages. Ici, donc là par exemple, quand vous regardez, vous voyez le petit Suricat, donc voilà, c'est un test que j'ai fait depuis il y a quelques temps, où voilà, j'ai mis en place l'animation blueprint du Suricat. La prise en main n'est pas évidente, ça prend un peu de temps. Voilà. Après, quand vous avez un tech animateur, voilà, vous gagnez énormément de temps, mais voilà, ce qui peut être intéressant, et on va aussi le voir aussi par la suite, voir justement dans quel intérêt peut être utilisé justement cet Anim Blueprint. Donc on peut le voir plus tard. Vous avez aussi des systèmes comme le Leg IK qui permet en fait de garder tous les contacts au sol, peu importe en fait le dénivelé en fait, voilà, du sol. Vous avez le Chaos Véhicule, donc, qui est justement la navigation de véhicule, comme on l'a vu tout à l'heure avec le projet Matrix. On a parlé justement de retargeting, et vous pouvez également utiliser le retargeting en runtime. Donc au lieu de copier toutes les animations en fait, d'un personnage source à un personnage target, vous pouvez faire en sorte de les connecter à travers un animation blueprint, et faire en sorte qu'en runtime, ils puissent récupérer en fait toutes les animations. Et derrière ça, on a aussi des, on va dire, technologies next-gen, comme le distance matching ou l'orientation warping, où le distance matching permet justement de garder justement un contact au sol, peu importe la distance, le déplacement en fait, du personnage, et l'orientation warping dans le même acabit, où en fait on sépare le bas du haut du corps, de manière à justement pouvoir continuer à orienter le personnage dans différentes directions, et en gardant en fait une forme de target sur le haut du corps. Et donc on a aussi derrière justement le Tech Recorder. Et là, le Tech Recorder donc, permet tout simplement d'enregistrer en fait tout type d'animation, de loin comme de près. Donc là, on a justement un record d'un Anim Blueprint. On a aussi le record de Chaos Véhicule. Et là, ce que vous voyez en fait, c'est un making-of, justement, une partie du making-of de Matrix, où du coup on peut également enregistrer toute la simu aussi derrière. On a aussi du puppeteering, donc en fait si on veut enregistrer justement des marionnettes, en tout cas, utiliser en fait par exemple ces manettes de VR, on peut directement le faire, donc comme ça a été fait là. Et là, comme vous le voyez également, donc on a justement un test de Fold Up Studio, que j'ai découvert d'ailleurs, et qui justement anime cette anguille avec justement une manette VR. Donc derrière ça, maintenant, pour animer, vous avez bien sûr le séquenceur. Et le séquenceur, donc, c'est, on va dire, plus qu'une timeline de base. Donc le séquenceur, en fait, à base, est utilisé pour créer des cinématiques de jeu. Donc dans le séquenceur, vous allez pouvoir justement animer des caméras, blender des caméras, animer aussi, justement, blender justement des animations, des clips d'animation, faire matcher aussi des clips d'animation. On retrouve aussi dans le séquenceur voilà, des outils de base comme bien sûr l'AutoKey. On a le Curve Editor aussi qui est, on va dire, l'équivalent. On retrouve à peu près les mêmes priorités que le Graph Editor de Maya, avec tout ce qui est par exemple des outils de retime, tout ce qui est post-infinity ou pré-infinity pour du loop. Voilà, donc on se retrouve assez rapidement voilà, dans le Curve Editor quand on commence à manipuler. Et il y a aussi après des outils de base comme les layer bars et les keybars qui permettent en fait de manipuler un groupe en fait de clés, que ce soit pour les scaler, les transformer ou les déplacer. Et donc là, on arrive sur le control rig. Et donc là, le control rig, forcément, c'est voilà, l'outil qui vous permet donc directement d'animer dans Maya. Donc ce qui se passe avec le control rig, c'est que lorsque vous importez le control rig, donc directement, en fait, il vous crée un level séquence. Et à partir de là, en fait, vous pouvez directement commencer à animer. De mon ressenti,
avec l'expérience que j'ai eue avec le control rig, la plupart du temps, donc j'ai fait aussi voilà, pas mal de prévises, j'ai bossé avec voilà, pas mal d'entre vous, de l'animation aussi bien sûr, et le control rig en post-animation est très très intéressant. Donc en animation pure, il y a encore je pense du travail, la recherche derrière, non pas liée au rig en lui-même, parce que vous pouvez retrouver toutes les mêmes propriétés, les mêmes outils, IKFK, tout ce qui est parent space. Donc vous pouvez également avoir exactement les mêmes outils que dans un DCC tool. Juste que la force quand même du control rig, c'est le principe du backward solver. Donc le principe du backward solver, c'est quoi? C'est que vous avez déjà en fait une animation que vous avez importée dans le level séquence, et à partir de là, vous pouvez venir directement baker en fait votre control rig. Donc, et de là, vous avez également d'autres outils qui sont aussi accessibles par rapport au control rig. Vous avez du coup les animation layers. Donc après avoir justement backé votre rig, vous pouvez justement créer un layer et donc faire la post-animation directement dessus. Vous avez accès aussi aux contraintes. Donc, et ces contraintes-là fonctionnent un peu différemment, un peu à l'opposé de Maya. On reste dans du parentage. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez directement en fait accès à l'offset et vous pouvez directement animer l'objet que vous avez offseté. Et les space switch. Et du coup, les space switch en fait sont des space switch auxquels vous avez accès. Donc vous avez vos propres space switch déjà dans le rig, mais vous pouvez aussi créer et customiser des space switch directement dans le level séquence. Voilà, donc vos propres space switch. Ensuite, vous avez également tous les tools d'animation qui sont en fait qui gravitent du coup autour du control rig. Donc quand vous passez en animation mode, vous avez accès à des outils en fait que vous connaissez en fait déjà, en tout cas pour les animateurs. Donc vous avez le Twin Machine, le Pose Tool, le Snapper Tool qui permet en fait justement de snapper en fait une animation par rapport à une pose. Vous avez le Motion Trail également, et bien sûr le Pivot Tool. Donc ce sont des outils qui sont accessibles et qui aussi sont extensibles en API Python. Donc voilà, donc vous pouvez également développer d'autres outils à partir de ces outils-là, ou bien si vous êtes justement Unreal Custom, faire en sorte de pouvoir modifier et améliorer ces mêmes outils. Et vous avez également le Physics Control. Donc le Physics Control, c'est pour les personnes qui connaissent l'équivalent du Ragdoll dans Maya. Et pour le coup, pareil, vous allez pouvoir en fait rajouter en fait un layer d'animation sur vos personnages. Donc pour toutes les animations qui peuvent être potentiellement complexes, donc tout de suite en fait, on revient sur une animation de base et tout de suite en fait, on rajoute un layer qui va permettre en fait de travailler en fait toutes les réactions, tous les settles en fait, voilà, d'animation de vos persos. Donc pareil, hein, on peut avoir aussi du contact direct, mais voilà, la force en fait voilà, de cet outil, c'est que forcément il est directement intégré. Pareil, la mise en place peut prendre un peu de temps, parce que bon, quand même il y a du blueprint à faire, mais ensuite derrière, c'est très réactif, c'est pareil, ça peut être utilisé en runtime, et donc voilà, donc un gain de temps encore énormément pour l'anima derrière. Et bien sûr, voilà, donc pour parler expression faciale, bien sûr, je passerai rapidement dessus. Vous avez MetaHuman Animator qui vous permet très rapidement en fait de pouvoir mettre en place en fait un système facial à partir justement d'un téléphone et voilà, de récupérer en fait que ce soit les expressions voire potentiellement les phonèmes en quelques temps. J'ai été justement à l'Animation Event à Londres, donc l'année dernière, et j'ai pu voir cette démo en live en fait. Et je peux vous dire que ça me fonctionne. Voilà. Donc c'est pas du fake. Voilà. Donc quelqu'un a pris justement, ils avaient tout le système à côté, et en 10 minutes c'était plié. Donc voilà. Et donc, après avoir parlé de tout ça, donc il y a quand même un point important qui est justement quel format en fait utiliser justement en anime. Donc souvent on parle de FBX, on parle d'alambic. Donc souvent quand on parle d'alambic, c'est qu'on va utiliser en fait Unreal comme moteur de rendu principalement. Mais voilà, sans rentrer dans les détails, donc vous voyez les avantages et les inconvénients.
Donc sachant que bien sûr l'alambic, on est sûr de récupérer toutes nos déformations. Le FBX ça a quand même ses limites en termes d'influence. Mais si on n'utilise pas l'FBX, du coup on perd l'opportunité d'utiliser tous les outils de gameplay, toutes les mécaniques en fait qui sont à notre portée et qui pourraient nous permettre justement de, on va dire, gagner du temps, faciliter notre travail d'itération. Donc c'est vraiment des choix à faire. Je ne dis pas en fait qu'il y en a qu'un seul, mais en tout cas, voilà, la force d'Unreal, ça reste le temps réel. Et pour le coup, voilà, on a aussi eu d'expérience à Méliès travailler avec des étudiants. Les étudiants justement travaillaient en alambic et tout le principe du temps réel en fait s'envolait en fumée malheureusement. Donc voilà, donc il y a vraiment une réflexion à avoir avant justement de lancer des prods et de savoir justement quel type de format utiliser. Du coup, quel est le futur dans Unreal, le futur de l'anime? L'idée c'est, j'ai une nouvelle vision, on peut parler de philosophie, avec tous les outils qu'on a vus et qu'on a mis en qui sont mis en place en fait dans le moteur, il y a l'idée de se dire qu'on ne peut plus arriver et juste se dire bon bah je vais animer en fait en keyframe. D'accord? Quand on commence à faire un dépouillement, quand on commence à regarder une animatique, il y a l'idée de penser plus loin que juste vouloir en fait animer un shot. Il y a l'idée d'avoir la réflexion de voilà. Donc là, on a justement une vignette faite par Christophe Villès, dédicace. Et voilà, donc cette vignette-là, donc on peut se dire, plutôt que de se dire, bon voilà, on va devoir animer tous les plans, maintenant finalement, on a une poursuite de voiture. Cette poursuite de voiture, on pourrait utiliser Chaos Véhicule et toute sa simulation. Pareil, donc forcément, les personnages, même si après la limite ils sont animés à l'extérieur, on peut déjà aussi mettre en place des contrôleries sur tous les persos. On a une pieuvre avec 36 tentacules qui tirent un peu dans tous les sens, pourquoi pas tout de suite, faire, ça peut être bien sûr du copy, mais ça peut être aussi du retarget directement d'une tentacule à une autre, si les types de tentacules sont vraiment différentes. Tech Recorder, la VCAM, se dire que voilà, on est dans la course-poursuite, on va avoir du shake cam, on va avoir du bruit dans la caméra, pourquoi pas directement prendre une VCAM et l'enregistrer. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Le physique control. Pourquoi? Parce qu'on est dans une poursuite, les personnages vont réagir au mouvement des véhicules, donc pourquoi, plutôt que de se taper toute l'animation des mouvements de véhicules, des réactions, et bien pareil, on leur met du physique control. Voilà. Et ensuite, les triggers, les explosions. Donc, plutôt que d'animer les explosions, et si on a une retake, se dire, finalement, non, les trajectoires vont changer, il va falloir réanimer le timing au moment où les explosions explosent. Les explosions explosent, c'est évident. Voilà, donc on peut justement créer des triggers, des déclencheurs. C'est-à-dire qu'au moment du passage, dans une zone, on active les explosions. Donc voilà, donc il y a vraiment l'idée en fait de commencer en fait à penser différemment et de se dire qu'on a beaucoup plus d'opportunités en fait d'animer sous Unreal sous de différentes manières. C'est pas la bonne. Et donc, direction artistique. Alors, donc pour le coup, alors vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi direction artistique? Je pense que ça fait partie aussi des challenges qu'il faut se donner sous Unreal. Unreal a souvent tendance à être connu pour son photoréalisme. Voilà, et ça, on sait que c'est avéré, ça fonctionne le 3/4 du temps, et on sent que tout le monde joue plus ou moins dessus parce que justement on est dans de la facilité. Et je pense que nous qui sommes dans le cinéma, alors bien sûr, je sais qu'il y a aussi des personnes de jeux vidéo qui sont peut-être même plus rodées là-dessus, c'est vraiment de se dire si on a vraiment besoin de rentrer dans le moteur et tester des choses dans le moteur, autant aussi changer aussi de spectre et commencer en fait à aller se challenger sur d'autres styles et essayer justement, et je pense que du fait d'aller se tester d'autres styles, c'est aussi créer bien sûr forcément plein de problématiques, mais c'est également trouver plein de solutions. Voilà, et s'assurer en fait de pouvoir après développer n'importe quel type de projet dans le moteur. Donc là, ce que vous voyez en fait, c'est notre ami Robert. Voilà, donc on présente Robert qui est un peu pressé. Donc Robert en fait, c'est un projet en fait qu'on a commencé du coup avec Gustave, qui est ici présent. Donc voilà, donc Gustave s'occupe de toute la partie rigging et modeling aussi, avec Ludovic Pedro d'ailleurs, dédicace. Et donc voilà, donc en fait le but c'est de se dire que on essaie de tester, donc voilà, d'éprouver en fait le soft et d'utiliser, comme je vous disais,
tous les outils qui sont à notre portée, de manière à voir en fait jusqu'où le logiciel peut aller. Donc voilà, donc on a justement parfois des outils qui sont sympas comme le proxy control qui permet avec un seul contrôleur de pouvoir justement manipuler l'ensemble des doigts. Et pareil, faire une simulation aussi dans Ziva pour pouvoir utiliser le ML Deformer derrière. Donc voilà, donc pour ce personnage, je dirais to be continued, nous vous tenons au courant. Voilà. Pourquoi ? Parce que justement, je pense que vous verrez, il y a aussi cette frustration, quand on a envie d'aller utiliser le moteur, on veut aller chercher des persos, et on n'en trouve pas en fait. Voilà. En tout cas, des persos qui nous conviennent pour pouvoir justement commencer à se faire plaisir. Donc ne vous inquiétez pas, on travaille dessus. Voilà. Et ensuite, alors j'ai caractérisation. Alors pourquoi caractérisation ? Je parlais plutôt pré-production, mais c'est pareil, ça peut aussi parler aussi à d'autres départements. Unreal est un outil d'assemblage. D'accord ? Tous les éléments en fait sont au même endroit. Donc pareil, quand on commence à vouloir présenter, d'accord, présenter son travail, quand on commence à parler des reviews, l'idée c'est de se dire on a un moteur qui permet de nous le faire en temps réel, on a tous les assets qui sont présents dans le moteur. Donc pourquoi pas utiliser aussi la force aussi d'Unreal qui est le blueprint, donc le visual scripting, voilà d'Unreal, pour en fait pouvoir présenter nos outils. Moi, en pré-production, je me dis que avec tout le travail qui est mis en place, tous les cycles qui sont mis en tâche, tous les POC, tous les tests qu'on est en train de faire, le jour où un animateur arrive, si je lui demande d'aller dans l'arbo et de regarder dans chaque dossier, de regarder justement la bibliographique, bon, généralement l'animateur il regarde 2 secondes, après il se barre. Il dit ouais, je commence tout de suite. Mais si là on lui dit, là, t'as carrément, on va dire, un outil à ta portée, tu cliques, t'as une anime qui s'affiche. Okay, tu veux l'époque, tu as une anime qui s'affiche. Tu as tout ce qu'il te faut au même endroit. Voilà. Donc, il y a cette réflexion à se dire, utiliser aussi l'outil pour les reviews, pour les présentations, ça peut être aussi une force. Et du coup, pour finir, presque, donc la roadmap d'Unreal, j'ai juste récupéré quelques éléments de la roadmap. Donc là, vous avez dans l'animation authoring, donc des nouveaux gizmos. Alors pour les personnes qui ne sont pas encore habituées à animer, vous comprendrez que voilà. Non, c'est pas des gremlins, Franck, tu sors. Donc voilà, vous verrez que les gizmos dans Unreal ne sont pas encore très friendly. Donc il y a eu beaucoup de retours par rapport à ça, et là pour le coup ils vont pouvoir sortir de nouveaux gizmos. Il y a les contraintes 2.0 qui vont être intégrées également dans le level séquence. On a également le retargeting qui va vraiment être automatisé. Alors, de ce que je comprends, c'est qu'en un clic, on va pouvoir justement retarget les animes d'un personnage à un autre, donc plus besoin de mettre en place tous les assets d'Icarig et tous les assets de retargeting. J'espère. Et on a également le motion matching qui est en fait, on va dire, la version plus de l'animation blueprint, où là pour le coup pareil, vous n'avez plus en fait à créer tous les arbres d'animation, vous avez juste à avoir un maximum en fait d'animation. Et le système, lui justement, qui est un système justement de machine learning, va faire en sorte en fait de matcher automatiquement en fait. Voilà, vos animations, pour faire simple. Voilà, il y en a d'autres qui sont disponibles, donc vous pouvez toujours aller sur justement la roadmap d'Unreal pour en savoir plus. Et derrière ça, donc un message de Benoît Gadreau, qui est senior programmeur en animation chez Epic. Le GDC 2024 arrive bientôt, donc arrive en mars, donc n'hésitez pas à le suivre. Vous allez avoir le State of Unreal qui va avoir lieu, et pour le State of Unreal, ils parleront normalement du making of de Lego, parce que Lego a été animé avec les control rigs, et ils expliqueront en fait de quelle manière en fait voilà, ils ont fait en sorte donc parler du workflow et de la manière dont ils ont procédé. Et il y a également ce learning teacher Dragon et Robots, Adding Life to Giant Creature, qui est aussi intéressant et qui va beaucoup parler d'animation. Voilà. Et bien sûr, pour finir, donc au-delà de tous les outils qu'on a vus, au-delà de tout ce qu'on a pu, tout ce que j'ai pu en tout cas vous montrer,
Ce qui est important de comprendre, c'est que le fait, on passe, en tout cas pour moi, à un autre gap. Voilà, entre, il y a eu la 2D et la 3D, aujourd'hui on a la 3D de temps réel. Bon, bien sûr, certains vont parler d'IA, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces outils-là doivent faire en sorte que l'on puisse, qu'ils puissent en tout cas servir l'histoire. Voilà, donc faites en sorte, à partir de là, de créer des projets originaux, des projets qui vous parlent, des projets qui vous donnent envie de vous exprimer aussi, et qui donnent envie de vous challenger, d'ailleurs. Voilà, pour moi en tout cas, c'est le plus important. Voilà pour la fin, et je vous dis merci à tous. Bravo. J'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Donc maintenant, en fait, on va justement... je vais céder ma place à Sigmund. Et donc l'idée, c'est que Sigmund va nous parler justement de son expérience avec l'Anime Fellowship. Donc voilà, Sigmund, dis-nous tout, dis-nous comment ils t'ont alpagué. Dis-nous justement comment est-ce que tu as géré cette période, et dis-nous aussi justement quel est ton ressenti, quels ont été aussi les ressentis des autres participants au Fellowship. Bah c'est parti. Merci. Donc, l'idée de ce programme, c'était de
d'avoir une équipe de gens venant de la 3D, ou intéressés en tout cas par Unreal, et de se dire, voilà, en 3 semaines, chaque personne devait produire 15 secondes de contenu. Donc sur un thème, donc on était plusieurs équipes, donc notre thème c'était la bouncing ball, qu'on retrouve un peu dans chacun des clips. Et voilà, donc l'idée c'était de voir comment on peut animer 15 secondes de contenu, comment on peut utiliser ce qui est disponible dans Unreal, sur le marketplace, et très rapidement aussi voir mélanger les différentes techniques d'anime, que ce soit mocap, intégration voilà, de mocap ou keyframe. Donc c'est ça qui était assez intéressant. Donc mon rôle dans ça, j'étais tech anime, donc j'avais un rôle un peu de lead anime et aussi de tech pour aider les apprenants à utiliser Unreal. Donc c'était assez intéressant de ce point de vue-là, et j'ai eu l'occasion de beaucoup apprendre avec les autres tech anime. Et ce que je dirais, c'est pour rebondir sur le dernier PowerPoint de Larson, l'importance là, maintenant avec ce qu'on fait en anime, c'est voilà, qu'est-ce qu'on veut raconter, d'être au service de l'histoire et de se dire n'importe qui peut, en fait, s'il veut, se lancer déjà tout seul dans une production, dans quelque chose. Et si on veut pousser le truc plus loin, c'est de se dire, avec une équipe de quelques personnes, carrément faire un court-métrage, quoi. Là, parce que là, on a plus d'1 minute qui a été fait en 3 semaines, donc 3-4 semaines, et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, je pense que ouais, le ressenti que j'en ai eu, c'était vraiment de dire, ok, on peut faire toutes sortes de styles, on peut faire des choses cartoon, comme on peut faire des choses très réalistes. Donc c'est plus facile de faire en ce moment des choses réalistes parce que beaucoup de choses sont disponibles sur le marketplace tend vers le réaliste, mais on peut petit à petit aussi amener des choses cartoon. Il y avait le Bungyman de Jérémy Basserin qui est orienté très cartoon, le Rick de Robert aussi qui s'oriente cartoon. Donc des choses sont en train d'être mises en place et ça ne tient qu'à nous en fait de prendre le logiciel et de s'en approprier, de faire ce qu'on veut, quoi. Un peu comme dans les autres formes d'art où avant on avait les gens qui tendaient vers quelque chose de réaliste avant de petit à petit s'éloigner vers des choses un peu plus expressives, exactement, et expérimentales. Donc voilà, le plus dur, ce que je dirais, ce serait pour quelqu'un un animateur lambda qui se dit ok, je vais animer une bouncing ball dans Unreal. Là où dans Maya c'est très simple de créer une sphère et de l'animer tout de suite, d'animer le mesh tout de suite. Dans Unreal, il faut quand même passer par une petite phase de rigging où on a besoin d'avoir un joint ou un contrôleur qui peuvent nous aider à animer l'objet. Et souvent il peut y avoir une sorte de frustration de se dire bon c'est compliqué, je vais arrêter. Mais je pense que dans ce cas-là, il y a pas mal de ressources disponibles sur Internet, soit sur YouTube, sur Unreal maintenant, qui a aussi une très belle banque, une très belle bible d'informations. Et petit à petit, avec l'événement, il y a pas mal de gens qui ont maintenant l'expérience d'Unreal et rien ne vous empêche de nous contacter pour même des questions très simples, comment faire un rig, comment mettre une caméra, tiens, j'ai envie d'animer ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Donc voilà, je pense que l'événement est aussi là pour ça, pour créer du contact entre ceux qui ont un peu plus d'expérience et ceux qui découvrent. Et voilà, c'est ce que je dirais vis-à-vis de ça. Et puis voilà, quoi, ça tient qu'à vous maintenant de prendre en main le soft et de vous l'approprier. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Dans un premier temps, on va vous montrer le trailer du jeu qui est sorti en octobre. Donc, on n'a pas un super slide comme toi. Quel jeu au fait? Jusent. C'est Jusant. En fait, c'est bien un titre français. Ok.
tout pro. Et voilà, alors Jusant, c'est, comme vous l'avez vu, c'est un jeu d'escalade. Nous, on va pas trop s'attarder sur la technique vraiment très profonde, même si on va en parler comme un petit peu, mais on va plutôt vous parler de la méthode qu'on a utilisée pour mélanger à la fois l'animation et la programmation. Ouais, comme ça c'est mieux. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous on était à la fois, comme tu disais, au service de l'histoire pendant les cinématiques, mais on est aussi au service du gameplay. Et pour être au service de ces deux choses-là, on a eu comme contrainte de choisir un mode d'animation qui est plutôt l'animation keyframe à la place de la mocap. D'abord à cause de la direction artistique, comme vous pouvez le constater, on n'est pas du tout dans du réalisme. Et en plus parce que pour créer le système d'escalade, on a plutôt utilisé un système d'animation procédurale. Et on a parlé tout à l'heure, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails. En gros, bon, je redis, dans un système traditionnel d'animation pour le jeu vidéo, on a plusieurs animations qui s'articulent les unes avec les autres, avec du code. Dans le cadre d'une animation procédurale, en fait, c'est des lignes de code qui déterminent comment va bouger le personnage, même si on peut utiliser, on va le voir, des animations pour encadrer tout ça, quoi. Peut-être que tu peux parler un petit peu de l'animation. Voilà. Attends, parce que je crois que j'ai pas de... Oui, du coup, vu la nature du level design, on avait très peu de contrôle, c'était très peu gabarisé, il y avait des prises pour l'escalade qui étaient placées un peu de manière aléatoire. Et on a décidé d'utiliser le control rig pour avoir accès à tous les outils d'IK, d'animation procédurale. Là, je montre un petit peu un exemple de à quoi sert le control rig, ça a déjà été dit tout à l'heure. On voit que par-dessus un anime graph traditionnel qui est animé sur du plat, là sur un terrain qui est un peu plus chaotique, on peut recaler les pieds en l'occurrence, ou déplacer un arthropode et créer toute la logique de déplacement des pattes et même de déplacement du personnage. Donc ça, par exemple, là sur le bipède, ça c'est un contrôle rig qui fait juste le recalage des pieds. C'est pour donner une idée de la complexité du contrôle rig, même s'il y a peut-être mieux à faire. Ouais. Si tu veux montrer avec le pointeur. Alors oui, je pense pas que je vais rentrer dans le détail, ça prendrait d'autres temps, mais en gros on a des outils pour poler un peu la géométrie autour du personnage et ajuster des contrôleurs qui sont définis dans le contrôle rig et qui permettent de contrôler les IK avec une petite logique procédurale. Voilà. Celui-là. entre autres. Donc en gros, on va pas se mentir, c'est un langage de programmation, mais qui est représenté de manière nodale pour le rendre accessible à des gens qui sont moins techniciens qu'un programmeur pur. Et puis, c'est aussi adapté pour les animateurs, avec une terminologie qui est familière pour les animateurs, et pour faciliter l'accès. Plutôt que d'avoir un truc très austère, comme on a l'habitude de le faire en programmation. Je peux me mettre... Ouais, tu veux... Ah non, tu veux... Non, c'est bon. On va parler de la suite. Ok, donc... La présentation est moins bien rodée que certaines qu'on a vues avant. Bon, ils avaient dit non, tu prépares rien. Après, il arrive avec ses slides de fou. Ok. Donc, comme on a dit, on a fait un système d'animation procédurale pour l'escalade. Et là, on va vous parler uniquement de l'escalade, parce que ce sera plus simple, sinon c'est trop classique. Du coup, en fait, comment on a procédé, c'est-à-dire que moi j'ai considéré que Cédric, qui est programmeur, il faisait partie de mon équipe d'animateurs, même s'il n'était pas tout à fait sous mes ordres. Mais on a commencé par une longue discussion et des explications pour comprendre un petit peu la mécanique corporelle d'un grimpeur. Et donc ça donnait lieu à des petites choses comme ça. Donc voilà, on prend des vidéos, on explique un petit peu les séquences de prise, comment s'organise le poids par rapport aux différents appuis. Et en fait, ça a permis à Cédric de comprendre, d'avoir une première compréhension de comment fonctionne l'escalade et comment un humain doit se déplacer selon les prises auxquelles il s'accroche. À partir de là, lui,
il nous a fait sa première itération. Tu veux peut-être parler du process, non? Ou c'était... Ok, d'accord. Du coup, à partir de là, il faisait une première version. Et puis, je vous montre mon 7e slide. En attendant, je tiens à vous dire bravo, parce qu'en tant que grimpeur, à chaque fois dans l'anime, c'est n'importe quoi. Le sommet des dieux en alpinisme et tout ça, c'est nawak. Franchement, la gestion de la corde et tout. Mais là, franchement, c'est super bien géré. Bravo. Merci. Attendez la fin. Non, mais c'est bien sûr, c'est pas réaliste, non, mais c'est très bien géré, franchement. Avec les scènes que Romo a animées sur le bois. C'est bien. Non, mais laisse-le parler s'il veut parler. Ok, donc je reprends. Merci beaucoup. En fait, il faisait une première version de la grain, du coup, à partir de toutes les boîtes compliquées, reliées les unes entre les autres qu'on a vu tout à l'heure. Et à partir de là, il commençait à jouer et puis il enregistrait un petit peu son travail pour montrer et pour que je puisse moi ensuite faire des retours comme je le ferais sur un Playblast en faisant des drawovers ou en donnant des explications. Par exemple comme ça, ici on voit que j'ai corrigé sa deuxième jambe. Voilà, ainsi de suite. Et de temps en temps, un peu plus d'explications avec quelques fautes. Voilà. Et après c'est ton tour. Et du coup, à force d'itération. Et du coup, à force d'itération, on arrive à quelque chose de plus en plus crédible. On va pas dire réaliste parce que c'est pas du tout réaliste, hein, mais quelque chose de plus crédible et qui s'insère au mieux dans le reste de l'animation du projet. Là, ça va être à toi. À toi de jouer. Bon, alors là, je me sens un petit peu coupable. Donc en fait, en gros, ça c'est le... J'ai rien masqué, j'ai rien essayé de maquiller. Ça c'est le control rig qui gère uniquement toute la logique d'escalade. Voilà, donc j'ai fait des grandes parties quand même, des petits commentaires pour moi-même, parce qu'au bout de 2 ans là-dessus, on ne sait plus où sont ces petits. Et du coup, voilà, on voit que c'est quand même un processus, c'est un programme. En gros, il n'y a aucune animation en input, d'accord? Il n'y a aucun asset d'animation qui sert de référence. C'est uniquement le retour itératif et les drawovers de Renault que je prenais en compte et que je traduisais en logique. Voilà. Donc là, on ne peut pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur du désastre. Si tu peux. En gros, voilà, il y a différentes parties. On prend d'abord en compte tous les inputs qui viennent du gameplay. Donc ça peut être les inputs du joueur, les inputs au sens propre. Ça peut être le surplomb, la géométrie du décor alentour. Ça peut être la position des prises qui sont disponibles. L'orientation des mains aussi. Après, en fonction de tout ça, en fonction des actions du joueur, je compile ça, on va générer de manière procédurale, donc vraiment programmatiquement, je ne sais pas si ça existe le mot, des positions pour le bassin, où se trouve le centre de masse, comment il se transfère au cours du mouvement. Par rapport à ça, la géométrie de la colonne vertébrale, et puis ensuite du look-at, des membres. La position des membres, des coudes, des genoux. Et puis aussi, même en contrôle rig, j'ai fait toute la... Donc dans le jeu, on contrôle main gauche, main droite uniquement. Et la gestion des pieds, de la suspension des pieds, l'inertie du personnage, la position des grippes pour le placement des pieds aussi est gérée en contrôle rig. Voilà, donc c'est pour donner... On a fait un peu trop de choses en contrôle rig, on a pu faire avec d'autres outils. Mais bon, quand on a commencé comme ça sur le prototype, et puis avec les contraintes de prod et tout, on a continué jusqu'au bout en full procédural en contrôle. Donc ça vous donne une idée un peu de l'ampleur de tout ce qu'on peut faire avec cet outil, sachant que moi étant programmeur, j'ai l'avantage que je peux créer des nouvelles petites boîtes là, qui elles-mêmes encapsulent des fonctionnalités plus complexes. Parce que sinon, là, ce que vous avez vu, qui est déjà un arbre un peu impressionnant, ça aurait pu être 10 fois plus grand. Voilà. Donc le contrôle rig propose de manière un peu accessible plein d'outils pour manipuler le squelette. Donc, comme on l'a vu, pour faire de la production de séquences, mais également pour du temps réel.
Et donc il y a toute une palette d'outils pour manipuler les bones, pour faire des IK, etc. Donc ça ouvre plein de possibilités pour du temps réel aussi. Voilà. Du coup, là, ça c'est ce dont on vient de parler, c'est juste pour la partie escalade, donc quand il fait ça, mais il faut ajouter aussi toutes d'autres choses qui ont été ajoutées autour, comme par exemple les animations de saut, qui sont bien des animations. En fait, on ne s'est pas contenté de faire juste un système procédural global, mais on a mélangé ça en fait avec des clips d'anime. En fait, on a utilisé les deux techniques pour avoir le système intégral d'escalade qui comprend les sauts, les balancements et tout ça. Sans compter aussi que des fois on fournissait à Cédric en animation des poses de personnages qui lui servaient pas en tant que cassette d'animation qu'il intégrait à son code, mais comme un petit peu un truc à décalquer pour que tu puisses obtenir la bonne position au bon moment, et puis ensuite on va travailler ensemble les timings. En fait c'est vraiment comme si moi j'animais et c'est lui qui fait bouger la souris et tout ça. Et je lui disais bouge la clé, mets à côté, plus vite, moins vite. Voilà. Et ça donne ça. Et puis bien, bon, évidemment à côté de ça on a fait, quand je disais on était au service de l'histoire, on a fait aussi des cinématiques qui ont été faites de manière traditionnelle comme tu l'expliquais tout à l'heure. Et voilà. Mais sinon, je crois que pour le mot de la fin, on pourrait dire que aujourd'hui si on devait recommencer le même travail, on s'y prendrait peut-être un petit peu différemment. On aurait beaucoup plus de boîtes. Non, mais en fait, je sais pas, peut-être que tu veux expliquer comment, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais j'ai rien compris. Ouais, c'est vrai que le Control X, c'est un outil qui permet de faire beaucoup de choses. Et là, le problème auquel on s'est confronté, c'est que moi, étant programmeur, je suis pas animateur. J'ai peut-être un regard qui me permet quand même, heureusement, parce que sinon ça aurait été encore beaucoup plus compliqué d'aborder ces sujets-là, mais le problème c'est que les vrais animateurs qui savent faire de l'animation, du coup, comme on a une approche purement procédurale, ils ont très peu de contrôle sur ce que moi je faisais. Et donc le seul contrôle que Renaud pouvait exercer, c'était de me faire du retour, des paint-over, des draw-over, pardon. C'est pas grave. Et ça c'est un petit peu problématique. On s'en sort pas trop mal, je trouve, mais en structurant différemment, en splittant la fonctionnalité, non pas en un seul contrôle monolithique comme on a montré, mais en structurant de manière un peu plus intelligente avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il serait possible d'injecter beaucoup plus de possibilités de contrôle direct de la part des animateurs sur les poses qui vont être générées, alors soit en fournissant des bibliothèques de poses auxquelles le procédural pourrait se référer pour pouvoir matcher, sans que ce soit forcément du motion matching, mais au moins du pose matching, alors que là tout est vraiment généré avec des sinus et des cosinus, quoi. Ce qui peut être un petit peu abscon. C'est déjà pas mal. Je crois aussi qu'on n'avait pas prévu d'en parler, mais on en avait déjà parlé pendant la production. Comme si en fait il manquait un chaînon manquant entre animateur et programmeur. Je sais pas s'il y a des étudiants dans la salle, ça peut vous servir. Si vous pouvez apprendre Unreal à faire un peu de programmation aussi, en fait vous aurez une meilleure compréhension de comment ça fonctionne, et en fait le travail que vous ferez avec des programmeurs, ou si vous êtes programmeur, le travail que vous ferez avec des animateurs sera plus fluide, et vous aurez une meilleure compréhension. Je pense que ce qui a bien marché aussi, c'est que même si tu es programmeur, tu as quand même une petite sensibilité artistique au départ, et en fait plus de sensibilité que les programmeurs les autres programmeurs avec qui j'ai pu travailler, ce qui te permettait de voir quand ça va pas. Ça grince quand je parle? Non? Ouais, c'est toi qui grince. Pardon. Et du coup, je pense qu'effectivement, ouais, ça serait pas mal de faire varier les compétences. Quand vous apprenez à faire de l'animation, ouvrez-vous aussi à ce qui est un petit peu plus réparti. Ce sera bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci Cédric, merci Renaud. Je supprimerai toutes les vidéos après. Merci. S'il te plaît.
Du coup, on a une dernière événement ce soir, c'est du coup l'annonce qui a été faite de Praxinos sur le lancement d'Odyssée. Je vais mettre la courte vidéo d'Elodie Mo, qui est une des cofondatrices de Praxinos et Gary aussi, si j'ai bien compris. Associé, très bien. Donc je mets la vidéo et puis Gary sera disponible ce soir si vous avez la moindre question, comme il a dit tout à l'heure à l'introduction. Merci. Bonjour les gens, je m'appelle Elodie Mogg et je suis la cofondatrice de Praxinos. Alors, j'aurais bien voulu être avec vous ce soir, mais je n'habite pas sur Paris, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais heureusement, comme je connais vachement bien Larsen et Kevin, vos super organisateurs de Level Up, j'ai pu m'arranger avec eux pour qu'ils diffusent cette vidéo afin que je vous présente, en exclusivité mondiale, Odyssée, un super logiciel d'animation 2D alimenté par Unreal. C'est parti! Alors vous l'aurez compris, Odyssée c'est un logiciel d'animation 2D traditionnel basé sur Unreal Engine. C'est un projet qui a demandé 5 ans de développement à une équipe de 7 personnes à temps plein. C'est d'ailleurs un logiciel standalone, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas d'installation préalable d'Unreal Engine. En fait, Odyssée c'est un fork d'Unreal Engine, c'est-à-dire une version alternative avec exactement les mêmes features, sauf la capacité de rendre un jeu vidéo. Et évidemment, on est lié à Epic Games via un contrat qui nous autorise à sous-licencier Unreal Engine avec Odyssée. En gros, comme Odyssée est un logiciel indépendant, ça nous permet d'avoir nos propres templates dédiés à l'animation. Vous voulez faire un dessin? Il y a un template pour ça. Une animation 2D? Pareil, on a des templates pour ça. De l'animation 2D ou storyboard 2D dans un contexte 3D? Pareil. Et en fonction des templates choisis, l'interface change pour accompagner l'utilisateur. On a vraiment fait en sorte qu'en tant qu'artiste 2D, donc pas du tout connaisseur de la 3D et encore moins d'Unreal, on puisse retrouver une interface conviviale et familière qui nous permette de dessiner immédiatement. Là, typiquement, on a une interface prévue pour l'animation 2D avec les grands classiques, un canevas, une timeline avec des calques, des outils de dessin, etc. On propose également des outils de dessin raster et vectoriel. Les outils raster offrent plein de possibilités en termes de brosse et de rendu. D'ailleurs, on se base sur Blueprint pour leur conception. Alors ça peut faire peur aux néophytes, mais ça a l'avantage de permettre beaucoup de choses. Et quand on est dans la direction technique ou la création de pipeline, ça nous autorise à concevoir des outils spécifiques pour la production qui seront utilisés par tout le monde. Par exemple, tel rendu de tracé, telle épaisseur, telle couleur, etc. Et ensuite, les outils vectoriels, eux, permettent une édition rapide et facile des tracés avec des palettes de couleurs indexées et même la possibilité d'éditer par la suite le tracé pour le rendre plus graphique. C'est vraiment un outil formidable pour le clean et la mise en couleur.
Et évidemment, en termes d'animation digitale, vous pourrez retrouver des outils de type table lumineuse ou Onion Skin directement intégrés dans les calques d'animation avec des petits boutons bleus que l'on peut activer ou désactiver et que l'on peut également faire glisser de haut en bas pour augmenter ou réduire l'opacité. On propose également une autre option que l'on appelle le Stagger Cell qui permet de répéter un cycle d'animation sur une certaine durée avant d'enchaîner sur autre chose. Si on s'est basé sur Unreal Engine, c'est évidemment pour briser la frontière des dimensions et permettre à des dessinateurs de travailler aussi avec le contexte 3D en support. Pour cela, on a l'outil de Storyboard qui a été pensé directement avec des gestions de caméra et de plans dans l'espace et le temps pour faire des animatiques beaucoup plus précises. On sont même très proches d'un layout. Alors attention, le but est bel et bien de faciliter le travail des bordeurs, soit en leur laissant plus de liberté artistique pour celles et ceux qui veulent s'emparer des outils 3D, soit simplement en fractionnant les étapes entre les différents postes, les différents métiers, avec un même environnement de travail. Je m'explique. Comme Odyssey est basé sur Unreal Engine, on peut profiter des fonctions comme le Revision Control qui fonctionne avec Git et Perforce. On peut ainsi laisser un storyboarder faire son taf de dessinateur, puis confier les mouvements de caméra et le placement des personnages à un prévis artiste. L'autre possibilité de dessiner dans un contexte 3D va plutôt revenir aux personnes qui font de la texture. Ils peuvent se prévoir tout un environnement avec tous les props, tous les objets à styliser, ils enclenchent le mode dessin et hop, ils peuvent peindre directement sur les objets ou les personnages en utilisant nos superbes brosses, qui sont d'ailleurs fournies en très grand nombre. Et enfin, dernière possibilité, quand on parle 2D et 3D, c'est évidemment celle d'animer en 3D, mais en 2D. Je m'explique. Là, par exemple, on se sert de l'animation d'un mannequin Unreal Engine qu'on a récupéré sur la marketplace. On a fait un petit mouvement de caméra et hop, on fait de la rotoscopie sur un plane, donc sur une surface plate, en se basant sur ce mannequin et son animation 3D. Et bien sûr, je peux tout aussi bien animer sur un objet 3D en relief, comme ici où on voit de la mousse qui pousse sur ce rocher. Et évidemment, comme je l'ai dit, l'animation c'est un monde collaboratif. Donc si un animateur préfère bosser en 2D, pour laisser à d'autres le plaisir de composer la scène finale avec l'environnement 3D, c'est tout à fait faisable. C'est d'ailleurs ce que montre typiquement cette scène avec les boxeurs. On peut voir que l'animation originale est faite en 2D, sans référence particulière, puis là vous pouvez voir la différence avec la caméra qui tourne. D'un côté on voit la caméra, et ici le résultat composé avec l'animation et ce que voit la caméra. Vous l'aurez compris, en tout cas j'espère, Odyssey c'est un outil qui se veut très polyvalent, car il s'adresse à des productions plutôt ambitieuses qui souhaitent mélanger 2D et 3D tout en bénéficiant d'un workflow pensé pour du travail collaboratif avec un système de révision intégré. Pour conclure cette vidéo, j'en profite pour vous dire que mon collègue Gary est présent dans la salle ce soir. C'est un de nos développeurs et c'est notamment celui qui a travaillé sur toute la partie vectorielle dans Odyssey. Et accessoirement, c'est aussi un excellent dessinateur puisque c'est lui qui est l'auteur de la séquence avec les boxeurs. Alors vous pouvez aller lui poser des questions, mais il y a de grandes chances qu'il vous réponde « je sais pas, faut voir ça avec Elodie ». Donc dans le doute, voici mon adresse email qui s'affiche. Et sur ce, merci à tous de m'avoir écouté, passez une très bonne soirée et à bientôt. Bye. Merci à tous d'être venus ce soir. Et voilà, l'édition Level Up sur l'animation est terminée. Je vous laisse continuer la soirée auprès des intervenants de ce soir, auprès de Gary si vous avez des questions sur Odyssey. Merci d'avoir tenu si longtemps, c'est ça qu'on a bien débordé. Donc voilà, bonne soirée et au mois prochain j'espère.